Merci d'être fidèle à l'ORTM, l'Office de radio-télévision du Mali. Il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. L'actualité ce vendredi, c'est la sécurité routière avec l'ouverture hier du Forum international sur la sécurité routière, un forum qui a pour thème la sécurité routière, un défi transfrontalier. L'actualité hors du Mali, c'est la guerre entre Israël et les Hamas. D'intenses combats se poursuivent ce vendredi autour des plus grandes villes de l'enclave palestinienne où sont désormais réfugiés 2 millions de civils. Sport au menu du basketball et du football, les finales de la Coupe BDMSA, c'est l'actualité en basketball, pendant qu'en football, il faut plutôt retenir la reprise de la Coupe de la Confédération. Chronique du développement, comme tous les vendredis, le numéro de la semaine est consacré à l'économie informelle. C'est à suivre en fin de journal avec Soumaïla Berté. Auditrices, auditeurs, bienvenue. C'est parti depuis hier pour le Forum international sur la sécurité routière, un forum qui a pour thème la sécurité routière, un défi transfrontalier. Les experts venus de plusieurs pays de la sous-région vont se pencher sur des questions telles que la gestion de la sécurité routière, la sécurité des routes et mobilité, la sécurité des véhicules d'une vitesse plus sûre, les défis des perspectives de la sécurité routière et la situation mondiale de la sécurité routière. La cérémonie était présidée par le Premier ministre en présence des ministres des Transports des pays membres de l'Alliance pour le Sahel. Reportage Mamadou Fane. La sécurité routière reste de nos jours une préoccupation majeure de tous les pays du monde. Elle est en passe de devenir un problème de santé publique pour les États. Ce forum international sur la sécurité routière est donc l'occasion pour les participants d'échanger leur expérience sur les questions liées à la sécurité routière et les conséquences qui en découlent. Christian Maïkouli Itama, représentant résident de l'OMS au Mali. La perte de vie et des moyens de subsistance des handicaps causés, le chagrin et la douleur, ainsi que les coûts financiers engendrés par les accidents de la route, représentent un fardeau intolérable pour les familles, les communautés, les sociétés et les systèmes de santé. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Le non-respect des conditions de la circulation fixées par la réglementation due au déficit d'éducation et de sensibilisation à la sécurité routière engendre un accroissement inquiétant du nombre des accidents de la route qui occasionnent de fréquentes pertes en vies humaines, de nombreuses blessures, souvent très graves et d'importants dégâts matériels. Le thème de cette rencontre est la sécurité routière, un défi transfrontalier. C'est ce qui justifie la présence des ministres burkinabés et nigériens des transports. Une solidarité saluée par le Premier ministre. Shogel Kokala Maïga. Votre présence parmi nous, malgré les clichés que certains essaient de donner au Mali, nous honore et nous réconforte. Venir au Mali, c'est vraiment un acte de solidarité pour nous. Dans l'histoire, avant que la colonisation ne vienne établir les frontières, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, historiquement, c'est les mêmes espaces géographiques. C'est les mêmes peuples qui sont d'ailleurs en avance sur les dirigeants. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces 3 jours de travaux. Il s'agit de la procédure de la prise en charge des accidents, l'amélioration du comportement des usagers sur la route, les méthodes efficaces de contrôle de vitesse, entre autres. La 3e promotion de l'école de guerre du Mali en visite à l'ORTM, c'était hier jeudi. Au nombre d'une trentaine, les auditeurs de la 3e promotion de l'école de guerre ont pu en savoir sur le fonctionnement et les dispositions des appareils de l'Office de radio-télévision du Mali. Abdul Karim Kaba a suivi la visite. En participant aux conférences de rédaction, nos journalistes du jour, c'est-à-dire les élèves de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali, apprécient l'organisation du travail. Ils disent être mieux édifiés à la radio, la télévision, bref, sur le processus de collecte et de traitement de l'information.
Cette visite à l'Office des radios-télévisions du Mali ORTM s'inscrit dans le cadre de leur cursus de formation. À ce titre, la communication et l'information sont plus que nécessaires. Colonel-major Yacouba Sanogo, directeur des études supérieures interarmées de défense. La visite de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali nous offre l'opportunité de renforcer leurs connaissances en matière de médias, comment les médias sont gérés, la façon dont l'information est produite et toutes les problématiques liées au rôle défi des médias sur un théâtre d'opération. Les GEM étant une structure qui forme des officiers qui travaillent dans le cadre de la défense de la sécurité, dans le cadre de la sécurité nationale. Il est important pour nous de comprendre comment cette information est gérée. Les studios de la télévision, les salles de rédaction, la chaîne 2, la radio nationale, la bandothèque, les auditeurs de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali ont eu des connaissances approfondies sur la chaîne mère. Lieutenant-colonel Fatimata Bintou Sangaré, porte-parole de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali. Cette visite, on peut retenir que l'ORTM joue sa partition dans la synergie d'action pour la stabilisation du pays. Et à l'issue de cette visite, nous avons été réconfortés par les missions exaltantes de l'ORTM et dans ses relations de coopération avec la DIRPA qui est l'institution de communication de la défense. On sort ici très satisfait de la visite. Pour l'amélioration de la qualité des services, les auditeurs de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali entendent jouer leur partition, tout en accompagnant l'ORTM dans sa mission de tous les jours. Parlons maintenant du travail des enfants. Selon la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants au Mali, 60% des enfants de 5 à 17 ans sont concernés par ces phénomènes en milieu rural, contre 34% en milieu urbain, des chiffres alarmants et interpellateurs. Pour réduire le travail des enfants, World Vision Mali, en tandem avec l'organisation Terre des Hommes, a organisé un atelier d'élaboration du renforcement de capacités à l'intention des hommes des médias, acteurs de la société civile, syndicalistes, entre autres. Une initiative qui entre dans le cadre du projet Joining Forces for Africa, ou Agir ensemble contre le travail des enfants, un projet de 3 ans qui devra couvrir les zones de Sikasso et Bamako. Boukari Koulibaly, reportage. Des organisations de la société civile et d'autres acteurs non étatiques se renforcent dans la protection et la lutte contre le travail des enfants. C'est l'œuvre de World Vision à travers son initiative Joining Forces for Africa, autrement dit, agir ensemble contre le travail des enfants. André Pascal Koulibaly, manager du projet Joining Forces for Africa. Joining Forces for Africa, c'est un projet qui est mis en place au niveau de l'Afrique subsaharienne, financé par l'Union européenne. Et l'objectif, c'est de contribuer à la réduction du travail des enfants au niveau de ces pays, comme le Mali, le Madagascar, le Malawi et le Burkina Faso. Patrick Danière, directeur pays du World Vision International. Cet atelier fait partie d'une série de rencontres pour mettre en place donc, des plans de formation et d'élaborer une stratégie de communication et de plaidoyer au niveau national et au niveau local. Malgré les efforts consentis par les autorités, les phénomènes persistent surtout en milieu rural. Selon la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, plus de 60% des enfants de 5 à 17 ans sont concernés, contre 34% en milieu urbain. Amadou Cham, directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. Selon les derniers rapports, les régions de Sikasso, Koulikoro et Kaï, où l'agriculture et l'orpaillage prédominent, le taux d'enfants travailleurs est le plus élevé. Malheureusement, plus d'un enfant sur 2 âgés de 5 à 17 ans sont encore astreints à des travaux dangereux. Cette initiative devrait contribuer à réduire considérablement le travail des enfants, une façon de respecter leurs droits élémentaires. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel a tenu ce mercredi sa troisième session de son conseil d'orientation et de pilotage. Au cours de la session, les administrateurs vont examiner et adopter les rapports d'activité du projet du 1er juillet 2022 au 30 octobre 2023 et le projet de plan de travail ainsi que le budget annuel 2022-2023 révisé. Reportage à Guibou Koulibaly.
Le comité d'orientation et de pilotage est l'organe de supervision du projet. Pour cette troisième session, il s'agit d'assurer la cohérence entre les activités similaires financées par le Mali et d'autres bailleurs de fonds, entre autres. Oumarou Kamara, coordinateur du projet. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, c'est un projet qui a été initié par nos 3 États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour faire face aux défis dont la zone de Liptako-Gourma est confrontée. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de défis auxquels la zone de Liptako-Gourma est confrontée. C'est donc un projet sous-régional qui vise à appuyer les différents États dans la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les déplacés et les vulnérables. Également mener des activités structurantes dans le cadre du développement des localités concernées par cette zone-là, partout où la sécurité le permet. Pour le premier responsable du comité d'orientation et de pilotage, ce projet prend en compte les préoccupations soulevées par les communautés elles-mêmes pour apporter des réponses aux urgences prioritaires et aux besoins de développement territorial des communes de ces zones d'intervention. Pour cette session, les administrateurs ont pour mandat d'approuver le plan de travail et le budget annuel 2024. Abdoulaye Traoré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et président du comité de pilotage du projet. Sur le plan financier, le PTBA 2024 porte sur un montant de 20 654 954 854 francs CFA. Ce PTBA est ambitieux et prévoit d'engager globalement 36,03% des ressources du projet pour atteindre une cible d'1 million de bénéficiaires, ce qui contribuera à absorber les retards accusés dans le démarrage des activités en 2023. Le parachèvement en cours du recrutement des MOD ONG pour la couverture de l'ensemble de la zone du projet, ainsi que les perspectives d'amélioration de la situation sécuritaire constituent des motifs d'espoir quant à l'atteinte de cet objectif. À la fin de cette troisième session, les suggestions et recommandations issues des travaux permettront à l'unité d'exécution du projet de disposer d'un outil de planification efficace et efficient afin d'atteindre les résultats escomptés. Mali Actualité, 13h12. Actualité internationale à présent, reste dominée par la guerre entre Israël et les Hamas. D'intenses combats se poursuivent ce vendredi autour des plus grandes villes de l'enclave palestinienne, notamment à Khan Younes dans le sud et dans le nord de la ville de Gaza où 2 millions de civils sont désormais réfugiés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer aujourd'hui sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Un vote à l'issue incertaine dans un contexte diplomatique tendu. Le texte présenté appelle également à la protection des civils, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et à assurer l'accès humanitaire. Environ 17 177 Palestiniens ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le début de la guerre. Selon les Hamas, le nombre de blessés s'élève à plus de 42 000 Palestiniens. Plus de 1200 Israéliens ont par ailleurs été tués. Au Gabon, le Premier ministre de transition Raymond Ndongo Zima a présenté hier son plan d'action du gouvernement devant les députés. Il s'est ensuite exprimé sur les préoccupations des parlementaires. Conscient d'une volonté générale d'aller vite et de réformer le pays, le chef du gouvernement gabonais a appelé à la patience tout en rappelant les chantiers en cours et à venir. Raymond Ndongo Zima a également évoqué les remboursements d'arriérés des fonctionnaires, le dialogue avec les institutions internationales ou les diagnostics en cours pour amorcer les prochains chantiers dans la santé ou encore l'éducation. Au Comores, le président Azali Assoumani a limogé hier la présidente de la section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême du pays. Cette décision intervient à moins de 10 jours du début de la campagne pour l'élection présidentielle du 14 janvier prochain. Elle a été remplacée par son substitut général. C'est elle qui statuait sur les contentieux, notamment les contentieux préélectoral et celui électoral. Si aucune raison officielle n'a été avancée, ce changement est mal perçu par l'opposition. Elle demande donc plus d'équité. L'administration américaine a envoyé hier en Algérie un diplomate pour relancer les discussions sur le Sahara occidental. Il s'agit du vice-secrétaire d'État pour le Proche-Orient, Joshua Harris. Ce dernier doit se rendre ensuite à Rabat, au Maroc, dans le but de trouver une solution pérenne et honorable à ces conflits. Alger reçoit ce diplomate américain pour la deuxième fois en moins de 3 mois. Joshua Harris s'y est rendu en effet en septembre dernier.
Il a visité les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, dans la partie ouest de l'Algérie, et y a rencontré les chefs du Polisario, en plus des responsables algériens. En Chine, le 24e sommet Chine-Europe s'est ouvert hier à Pékin, 4 ans après un précédent par une conférence de presse des dirigeants européens. Ce sommet aura permis de mettre les différends sur la table et de parler de la nécessité de rééquilibrer les relations commerciales. Des discussions franches et sur des points clés, mais qui n'ont pas permis de rétablir totalement la confiance entre les deux parties. Les dirigeants chinois ont mis en garde ses homologues européens contre les risques de s'engager dans une confrontation avec la Chine. Mortalité 13h15. Deux disciplines notamment dominent l'actualité sportive. Ce vendredi, la première c'est le basketball avec les finales de la Coupe BDMSA qui se joue cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. L'actualité c'est aussi le football et qui dit football ce vendredi dit Coupe de la Confédération qui reprend officiellement ses droits ce week-end avec la 3e journée et un lot de matchs qui s'annonce spectaculaire. Le Stade malien de Bamako tentera de se ressaisir dimanche devant Sekou Koun United d'Afrique du Sud. Coup d'envoi 19h pile et puis la Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé hier les trois finalistes de chaque catégorie des CAF Awards 2023. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. La Confédération africaine de football a dévoilé hier les 3 finalistes de chaque catégorie des CAF Awards 2023. Le Sénégal est sur le podium dans 3 catégories de récompense pour l'événement qui se tiendra le 11 décembre à Marrakech. Le lauréat de chaque catégorie est choisi à la suite des votes d'un panel composé de la commission technique de la CAF, des professionnels des médias, des associations membres, des entraîneurs en chef et capitaines des associations membres et clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs. Aucun Malien ne fait partie des nominés. Sur le terrain, la Coupe de la CAF reprend officiellement ses droits ce week-end avec la 3e journée et un lot de matchs qui s'annonce spectaculaire. Cette 3e journée marque la fin des rencontres allées de la phase de groupe et les destins des équipes engagées sont de plus en plus éclaircis. Vainqueur de l'édition 2019, Zamalek accueille les Angolais de Sagrada Esperança demain samedi en fin d'après-midi, tandis que les Libyens d'Abou Salem tenteront d'arracher une nouvelle victoire sur soir. Les Guinéens sont à la recherche d'un résultat puisqu'ils n'ont pris aucun point jusqu'à présent dans le difficile groupe B. River United cherchera à se racheter de sa défaite du week-end dernier face au Dream FC de Ghana. Les Nigérians sont opposés au club africain qui a fait le plein de confiance après sa victoire 3-1 à l'extérieur sur l'Académica de Lobito. Quant aux favoris du tournoi, la Renaissance Berkane qui a remporté le titre il y a 2 ans et cherchera donc à renforcer sa position de leader dans le groupe D en recevant les Diables Noirs. Dans l'autre rencontre du groupe, le Samuel de Bamako tentera de se ressaisir devant Chikoukoun United d'Afrique du Sud. Coup d'envoi 19h. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, la nouvelle journée débutera ce vendredi sur les chapeaux de roue avec un alléchant duel 100% nord-africain entre El Ali, le tenant du titre, et les Algériens du CR Belouizdad. Sur le plan national, de Ligue 1, la 8e journée démarre demain avec 3 rencontres. Sur le terrain de Djoliba, l'Es Blacksar de Badalabogo jouera contre ATS de Kourou. L'Isfas et le club olympique de Bamako s'affronteront sur le terrain du Samané de Bamako. Et à Grand Tegbo sur le terrain ASB, les 11 créateurs de Niarla seront opposés à Afrique Football Elite. Cette 8e journée se poursuivra dimanche avec 3 oppositions. L'Union sportive de Bougouba recevra l'AS Bagadien Baroueli sur le terrain de l'AS Salle de Bamako. Bien FC accueillera l'association sportive de Kouroufinasco sur le terrain de Djoliba. Le Djoliba jouera contre l'AS Police sur le terrain de l'ASB. Et enfin, sur le terrain du Salman de Bamako, à Sotuba, l'AS Salle de Bamako, leader, sera face à l'Union sportive de Bougouni. Le match USA quitte Salman de Bamako est reporté en raison du déplacement du Salman de Bamako en Afrique du Sud pour la Coupe de la CAF. Le basketball pour terminer, les finales de la Coupe BDMSA se joueront cet après-midi dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports. Ce sont les dames qui ouvront le bal avec le duel Djoliba AS Police à 16h. Juste après, l'AS Mandé affrontera le Salman de Bamako en messieurs. Chronique du développement.
L'économie informelle, c'est de cela qu'il est question dans la chronique du développement de ce vendredi. L'économie informelle ou le secteur informel qui occupe au Mali environ 98% des acteurs économiques, ce qui n'est pas sans conséquence sur les recettes fiscales du pays. Alors, que comprendre par économie informelle et quels sont les coûts de la prédominance de cette activité sur l'économie formelle? Pour en savoir plus, écoutons en rediffusion ce numéro de la chronique du développement signé Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Depuis fort longtemps, la pratique des activités de l'économie informelle a droit de citer dans notre pays. On la retrouve dans tous les secteurs de développement, mais singulièrement dans les secteurs secondaires et tertiaires. Elle est beaucoup plus accentuée dans les domaines du commerce, des entreprises et des services. Qu'est-ce qu'une économie informelle? L'économie informelle, c'est plutôt un terme générique. Modibo Maoumakalou, économiste. Souvent, on appelle ça aussi le secteur informel, mais ça signifie qu'on exerce des activités d'une certaine manière, mais ça dépend du contexte du pays. L'économie informelle dans un pays développé n'est pas le même que l'économie informelle dans un pays non développé. Mais le travail dans l'économie informelle répond surtout à un certain nombre de critères, des caractéristiques. Par exemple, les lieux de travail sont souvent peu identifiables, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas de bureau et qui sont très mobiles. Et aussi, les conditions de travail sont généralement précaires. Mais surtout, c'est au niveau des travailleurs de l'économie informelle que les dangers sont un peu plus patents, notamment la précarité, le fait qu'ils sont ni reconnus, ni enregistrés, ni régis, ni protégés par la législation du travail, encore moins par la protection sociale. C'est un peu cela qui caractérise le secteur informel dans un pays comme le nôtre. S'il n'y a pas encore de statistiques officielles sur le secteur, selon une récente étude de l'INSTAT, l'Institut national de la statistique, environ 98% des unités économiques au Mali sont informelles, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour l'administration fiscale. Modibo Maoumakalou. Quand une entreprise n'est pas enregistrée formellement, elle n'est pas reconnue par l'État. Et ça veut dire qu'elle ne paye pas d'impôts, elle ne paye pas de taxes, mais aussi même les salaires au niveau de la législation du travail. Elle ne s'acquitte pas régulièrement des salaires, donc c'est ce qui protège aussi les travailleurs. Donc si cela se fait, ça veut dire que l'assiette fiscale est réduite. Ce sont ces recettes fiscales qui permettent de financer les dépenses budgétaires. Et vous le savez, de l'indépendance à nos jours, nos dépenses budgétaires sont supérieures à nos recettes budgétaires. Et ce qui amène un déficit budgétaire, c'est-à-dire un écart entre les dépenses et les ressources. Donc là, la différence, il faut emprunter. Et quand le coût de cette dette augmente, ça fait moins de dépenses budgétaires pour les routes, pour les écoles, pour les centres de santé, pour les conditions de vie des travailleurs. Les causes de la prévalence de l'économie informelle dans notre pays sont nombreuses et variées. Elles résultent soit de l'état de précarité des acteurs ou soit de la lourdeur de la législation à la matière. Et ce n'est pas tout. Modibo Maoumakalou, économiste. Les causes profondes de l'informalité sont liées généralement à l'environnement des affaires. Quand la législation est trop lourde, les entreprises, elles ne le font pas par choix. C'est parce que c'est coûteux de s'enregistrer, d'être formel. C'est-à-dire que c'est lié non seulement au contexte économique, au cadre juridique, judiciaire, mais aussi réglementaire, mais aussi le faible niveau d'éducation, l'absence au niveau des ressources publiques, parce que quand vous êtes dans l'informel et que vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas vous adresser aux banques et établissements financiers. Et donc les ressources, vous les empruntez, mais vous allez les avoir à un taux beaucoup plus élevé, ça coûte plus cher pour emprunter et pour financer votre trésorerie, pour des activités quotidiennes, etc. Et en même temps, surtout, le plus important, c'est que vous n'aurez pas accès au marché public. Selon les spécialistes, face à cette prédominance du secteur informel sur l'économie formelle, l'accent doit être davantage mis sur des mesures incitatives. Elles passent par la formation des acteurs, l'allègement des procédures et l'octroi des facilités relatives à la législation fiscale. Vous retrouverez Soumaïla Berté et Marc Dambélé dans une semaine. C'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne Sékou Traoré.
Coordination Brahma Traoré, l'infatigable, pendant que la réalisation était assurée par Dossier Baba Diarra qui ne s'est pas ennuyé, du tout ennuyé parmi 3 à Traoré. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30, mais restez à l'écoute car dans un instant, Kani Kita sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Merci, au revoir.